de ce qu'il y a de meilleur à offrir de cette culture, et nous voulons le contempler ce soir, surtout dans son œuvre. Deux journées de réflexion en mémoire du Père Thomas Moulero. Les ateliers de réflexion sur la figure du Père Thomas Moulero, premier prêtre du Bénin, ont pris fin dans le diocèse de Porto Novo. En effet, à l'occasion du cinquantenaire de la disparition de l'illustre pasteur, deux journées de réflexion se sont tenues au Collège catholique Notre-Dame de Lourdes le jeudi 1er mai 2025 à partir de 15h30 et le vendredi 2 mai à partir de 9h30. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monseigneur Aristide Gonzalo en présence de l'évêque de Kandy, Monseigneur Clé Feliho. Voilà pourquoi, après 50 ans de son rappel à Dieu, Porto Novo, son diocèse d'origine, dont je suis l'évêque actuel, a voulu rendre grâce à Dieu de nous avoir donné cet homme, cet aîné, mais aussi pour nous arrêter et relire ses œuvres. Cette relecture que les présents ateliers que le diocèse de Porto a initiés s'inscrit dans la lumineuse pensée du pape Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi sur l'espérance. Je cite le pape Benoît XVI. Tout agir sérieux et droit de l'homme est espérance en acte. Il est avant tout dans le sens où nous cherchons, de ce fait, à poursuivre nos espérances les plus petites ou les plus grandes, régler telle ou telle tâche qui, pour la suite du chemin de notre vie, est importante par notre engagement, apporter notre contribution afin que le monde devienne un peu plus lumineux et un peu plus humain. Et plutôt que de partir de récits ou de fioretti élogieux à son endroit, les ateliers ont choisi le prisme scientifique de la relecture de ses œuvres à travers trois domaines phares. D'abord, le mariage, ensuite l'histoire, enfin la pharmacopée. La première journée a été consacrée aux œuvres pastorales et éducatives du Père Moulero, avec des conférences animées par des prêtres, religieuses et laïcs. C'était un drame scripturel. Dès 1919, le pape Benoît XV ouvre l'élan missionnaire et ouvre une œuvre de confiance et de renaissance religieuse, de décolonisation spirituelle spécifique. Au Dahomey, les directives pontificales exigent des études imposées aux aspirants au sacerdoce. Une première œuvre de libération en Afrique occidentale francophone où l'enseignement supérieur n'était dispensé que dans les lycées d'envergure coloniale. Et c'est à ce niveau que nous allons percevoir le troisième paragraphe où les écrits révèlent l'émergence d'un clergé dahoméen en tâtonnement. Ce fut un fait historique majeur. Nous pouvons faire référence à l'année de 1928 à cette ordination. Première, un indigène, un auxiliaire des colons, des missionnaires et peut-être des marchands, un auxiliaire des traditions, devient premier prêtre au même titre que missionnaire français. Des routes, figure d'unité et de rassemblement.
Dans le contexte historique colonial, endogène et exogène de l'époque, ce fait est unique. Un indigène a avoir même droit et même prérogative que les patrons. Je le dis avec émotion lorsqu'il y a une photo historique qui montre le garçon Wessou Mulero qui remorque, qui prend et montre les directives au père missionnaire du temps. Il était auxiliaire. Premièrement, l'écriture en tant que moyen fondamental de communication qui a permis aux jeunes prêtres, dans l'émergence de sa personne et de sa pensée, de se situer par rapport à la critique qui a été évoquée et en se positionnant de prendre toute sa place et d'égal en dignité et en capacité. Je voudrais souligner que ces écrits, en étant moyen de communication, ont revêtu tout le caractère scientifique que l'on reconnaît à des écrits aujourd'hui, alors qu'en ce temps, et comme vous l'avez souligné, il n'avait reçu aucune formation particulière. Il est donc à souligner que tout le mérite lui revient d'avoir travaillé en autodidacte et d'avoir réussi à se mettre à la hauteur des exigences des écrits. Castille Colombie, 1930, le décret du Saint-Office sur le mariage, 1944, et les discours et messages de Pie XII en 1951 et 1958. Tous ces documents reprenaient la distinction, la hiérarchisation entre les fins du mariage. On comprend alors que le récit qu'il fait du mariage dans la culture d'Assa transpire quelque peu, ou nettement, cette doctrine de hiérarchisation des fins. On comprend que dans son attitude et dans son récit, il prend nettement parti pour tout ce qui touche à la procréation et à l'éducation des enfants. Les époux étant comme des moyens pour Dieu au service de cette fin première. S'il visitait et conseillait tant les couples dans sa pastorale, s'il accordait tant d'intérêt aux cérémonies post-natales, c'est parce qu'il était convaincu de la primauté de la génération de l'espèce dans l'enfant qui va naître, on fait le contrat, ce serait ma femme. Ça veut dire quoi? Si à 16 ans, elle devient mère, par chance c'est au meilleur des cas, sinon elle fait des garçons d'abord à la queue leu, et puis en fait la fille vient. Il y a une différence basique de 16 ans ou de 20 ans entre tout époux avec son épouse. Et du coup, ça là continue et il y a cette différence qui cache beaucoup de non-dits qui émergent plus tard et qui sont source de violents conflits. Parce que les deux ne sont pas de la même génération, si on peut ainsi parler. Le père l'a si bien dit. Il y a aussi le fait qu'il y a de l'égalité entre l'homme et la femme. Le père a dit que l'homme, tel que c'est prévu, on commence par doter la fille depuis qu'elle est dans le ventre, pas de sa mère, de la petite fillette qui deviendra mère. Et du coup, quand on finit après tout ça, la femme en milieu d'Assa devient la propriété de l'homme, parce qu'on a passé le temps à l'acheter. Ce phénomène a occupé le père Mulero dans son ministère pastoral du mariage et continue encore de préoccuper la pastorale familiale aujourd'hui parce qu'elle cache beaucoup de difficultés. Alors, il y a aussi la question, ce que j'appelle le lévirat aggravé doublé d'inceste. Lévirat aggravé doublé d'inceste. C'est que, en réalité, le mariage par
demande, pas échange, on demande au fait, c'est la conséquence de l'acquisition du mariage par demande. Parce que tu as demandé la fille et tu l'as acquise. D'ailleurs, les deux méthodes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, puisque la fille ne peut pas divorcer, elle ne peut que changer de main comme un instrument. Et donc, quand elle est fatiguée de son gars, la tradition l'oblige à prendre quelqu'un à l'intérieur, donc ça donne l'idée du lévirat. Mais ce lévirat est aggravé parce qu'elle prend à l'intérieur ou bien le beau-père ou bien le beau-frère. Et donc c'est aggravé, c'est un lévirat aggravé, doublé d'inceste. L'engagement des familles, qui disaient jusqu'où les familles s'engagent au sacrement de mariage. Il a donné l'exemple d'une dame chrétienne qui était décédée, les parents de la pour faire des cérémonies. Moi je trouve que ça pose tout simplement le problème de syncrétisme qui chaque fois, qui m'interpelle moi chaque fois en Afrique et surtout au Bénin. Le second jour, les interventions ont porté sur l'histoire du Père Moulero et sur sa culture. Différents panélistes, dont des chercheurs, se sont adressés aux participants. N'est-ce pas? Pour les cultures, les traditions endogènes, les us et coutumes, les histoires des peuples auprès de qui il allait porter l'évangile. Et donc, face aux enjeux actuels, il est donc important qu'on invite les personnes actuelles à aller à la suite du Père Thomas Moulero en proposant beaucoup plus dans leur démarche la connaissance d'abord de ces cultures, leur milieu d'existence, pour ne pas pratiquer les rites sacrés comme des automates. En évoluant encore, quand les gens qui le piégeaient par rapport à s'il faut l'envoyer, ça n'a pas beaucoup, parce que qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit tantôt, il dit c'est pas votre entraînement que Moïse avait dit. Sinon au départ, ce n'était pas ça. Le départ, c'est lui, il était, Jean nous dit, par lui tout a été fait, rien de ce qui a été fait a été fait sans lui. Donc il connaissait le départ, d'où l'importance de connaître ce qu'on veut modifier, la culture. Chaque journée a été marquée par des échanges, des questions du public et des contributions enrichissantes. Comment ressusciter l'héritage de ce patrimoine du Père au Pierre avec les premiers intellectuels de notre pays? Si nous parlons de la décolonisation spirituelle, on pourrait aller jusque-là. Or, l'être humain, le spirituel est le propre de l'être humain. J'ai vécu une expérience, excusez-moi de la partager là. Dans une de mes communications, j'étais dans une école unisexe qui avait que des filles et j'avais fait une communication aux filles qui allaient aux examens de l'EC et au baccalauréat. Et après, j'étais avec des amis, des collègues sociologues et psychologues. Il fallait écouter ces filles-là. Et quand on les avait écoutées, c'est qu'on s'est rendu compte que sur les filles que nous avons écoutées, 85% avaient eu un penchant pour l'autre fille, développaient déjà une attirance pour l'autre fille. Son intervention très passionnée a parlé de huile rouge, argile, tout ça pour une culturation réelle. C'est vraiment très beau à entendre. Madame, qu'est-ce qui changera quand on aura des accessoires en argile ou en coton mort? Qu'est-ce qui va changer? Une synthèse des travaux a été faite en fin de chaque session par le Père Constant Rossou. Sous deux volets, d'abord par rapport à l'écriture et ensuite par rapport à la réflexion critique. Pour finir, le Père Modeste propose la création d'une revue scientifique qui portera le nom du Père Thomas Moulero. Le duo des Pères Brice et Modeste, après leur respectif exposé, a cédé la tribune pour le premier panel sur la thématique du mariage. Réalité pastorale vécue et pratiquée par le Père Thomas Moulero. La providence divine ne m'a jamais fait défaut.
Cette célèbre maxime renvoie indubitablement à une personne, mieux, à un homme de Dieu dont la vie et le ministère sacerdotal méritent d'être scrutés pour en transmettre la substance à la postérité. Cette phrase précédemment citée est, on ne peut plus en douter, de celui dont la vie et les œuvres mobilisent notre réflexion depuis l'après-midi du premier jour de ce mois dédié à la Vierge Marie, mère de prédilection de tous les prêtres. Pour ne plus le nommer, il s'agit du frère révérend Père Thomas Mulero, et pour ceux qui en font l'apologie, nous osons ajouter à Camille Jobim. Ces travaux intellectuels ont reçu la bénédiction et la présence effective de notre Père évêque, Monseigneur Aristide Gonzalo, et en partie de son Excellence, Monseigneur Philippe Felipo, évêque du diocèse de Kandy. Le vendredi, le groupe Évolution de la paroisse Notre-Dame de l'Atlantique de Djrégbé a offert une prestation artistique. Entretien avec le Père Modeste Dorou a clôturé ces 2 jours qui se sont achevés chaque fois autour d'une collation fraternelle. Je suis Père Modeste Dorou, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Atlantique de Djrégbé, coordonnateur des ateliers de réflexion sur la figure du Père Thomas Mulero, un pasteur et un scientifique. Ce sont des ateliers initiés par notre Père évêque dans le cadre de la préparation des 50 ans du décès du Père Thomas Mulero, premier prêtre de notre pays. Et ces ateliers ont eu pour objectif
de nous faire revisiter la vie, le ministère et la pensée du Père Thomas Mulero. Et nous avons fait cet exercice après une conférence inaugurale sur l'importance des écrits du Père Thomas Mulero et la méthodologie qu'il a adoptée dans son travail. Nous avons organisé ces journées en 3 panels. Le tout premier panel porte sur le mariage, qui a été au cœur de certains de ses écrits, et notamment en milieu Idacha, car il a fait près de 25 ans de ministère à Savé. Ensuite, un second panel sur l'histoire des peuples, leur importance, et enfin un second panel sur la théologie et la culture. Et l'interaction entre théologie et culture qui se noue dans la question de l'inculturation a été perçue, sa pertinence a éveillé chacun d'entre nous, au point où nous sommes parvenus à relever aujourd'hui le paradigme pastoral de notre ministère et l'exigence qui pèse sur chaque prêtre de notre diocèse de se lancer dans la dynamique du Père Thomas Mulero. Vous allez vite.